Elle dit mai 40, plus rien ne comptait. La légalité avait été volatilisée comme le champ d'aviation des Verts. La guerre, inutile et imbécile, comme a dit Spaak, avait donné le droit à un certain nombre de gens de briser toutes les normes de la démocratie et de vous coincer dans vos maisons, quel que fût votre État. J'étais député, j'étais donc couvert par l'immunité parlementaire. On vient me demander d'aller chez le directeur général de la Sûreté qui voulait me parler. Ça pouvait arriver, j'étais chef de parti. Bon, c'était pour me fourrer dans un cachot avec un petit triangle au secret, c'était fini. J'ai jamais vu un juge, j'ai jamais été interrogé par personne, on m'a jamais montré un mandat d'arrêt, et quand après je me suis plaint, on m'a dit, mais vous avez jamais été arrêté. J'avais jamais été arrêté, mais ça ne fait rien que 2 jours après, nous étions livrés à des milliers à la police étrangère. C'était leur corps. Non seulement on violait toutes les lois, non seulement il n'y avait plus le moindre respect des normes démocratiques, mais on nous livrait à une police étrangère. Une police étrangère absolument ahurie, qui ne savait plus ce qu'elle faisait. Et ce qu'elle a fait de plus rapide, c'est d'exterminer ce qu'elle pouvait exterminer. Dans cet affolement impardonnable, un certain nombre de suspects, dont des juifs, des réfugiés allemands, des communistes, mais aussi des rexistes, des nationalistes flamands, sont incarcérés à Abbeville. Faute de place, ils sont entassés à des dizaines sous le kiosque à musique. Puis, sans qu'on sache très bien qui en a donné l'ordre, on extrait un certain nombre d'entre eux de leur prison provisoire et, sans la moindre explication, on les passe par les armes. Parmi les victimes de ce massacre, le chef du Verdinazo, parti à la fois flamingant et belgiciste, Van Sevon. De Grelle, lui, échappe à la mort. De prison en prison, il finit par échouer dans le camp de concentration du Vernet, dans les Pyrénées. En Belgique, la lutte inégale est finie. Mais les Français ont trouvé un bouc émissaire, bien nécessaire pour expliquer leur propre revers. Le 28 mai, au matin, M. Paul Reynaud annonçait au pays ce qu'il pouvait appeler, hélas, un fait sans précédent dans l'histoire. Le roi Léopold III de Belgique, sans un regard, sans un mot pour ses camarades de combat, français et anglais, qui, à son appel angoissé, étaient venus au secours de son pays. Le roi Léopold III de Belgique, en pleine bataille, capitulait sans condition, en rase campagne, et mettait bas les armes. Le 28 mai, alors que l'Angleterre venait en quelques jours d'annoncer l'inscription de sa 2 millionième recrue, d'annoncer l'application de lois draconiennes mettant sans restriction les personnes et les biens de tous les sujets britanniques à la disposition de Sa Majesté, venait de confirmer par la voix de son roi qu'à la question de vie ou de mort posée par l'Allemagne, l'Empire répondait par sa volonté de se battre jusqu'au bout. Le 28 mai, alors que l'armée belge, qui depuis l'agression soutenait à côté des nôtres un énorme et efficace effort, alors que les jeunes Belges allaient constituer en France une nouvelle armée qui eût porté l'effectif total belge à plus d'1 million d'hommes. Le 28 mai, alors que nos troupes, ardentes d'une colère sacrée face à l'ennemi, retrouvaient et leurs chefs et leurs flammes, alors qu'après la bataille des machines, commençait la bataille des hommes, où nos troupes s'imposaient à l'ennemi. Mais le 28 mai, sitôt connut l'ignominieuse capitulation de son souverain, le gouvernement belge faisait connaître aux nôtres son absolue condamnation de la décision prise par le roi contre le sentiment unanime des ministres responsables. Pour le million de Belges réfugiés en France, pour le gouvernement en exil, d'abord à Paris, puis à Limoges, puis à Bordeaux, commence une période dramatique. C'est le début de l'affaire royale. Ce sont les hésitations sur l'attitude à prendre face à un ennemi que rien n'arrête. La résistance de la France s'effondre encore plus vite que la nôtre. Le 22 juin, l'armée française capitule à son tour. En Belgique, ce sont les premières semaines de l'occupation. La population, assommée par la défaite, doit apprendre à vivre avec l'armée ennemie. Les drapeaux à croix gammée, les uniformes Feldgrau, les musiques militaires, les défilés, le pas de loi
font dorénavant partie de la vie de tous les jours. L'occupant, sûr de sa force, est dans l'ensemble correct et ressenti comme tel. Les rexistes, eux, se sentent orphelins. Le bruit a couru que leur chef était mort à Abbeville. Ce n'est qu'après plusieurs semaines d'incertitude qu'on le retrouve dans son camp du Vernet, au fin fond de la France. Il rentre en Belgique le 22 juillet. Ma maison était occupée par les Allemands, mais vous imaginez ça, si j'avais été l'homme des Allemands. Mais d'abord, ils se seraient occupés de moi. Ils ne m'auraient pas laissé dans les prisons des semaines et des semaines encore après l'armistice et après la capitulation belge. Rien, non, il n'y en a pas un qui avait bougé le bout du doigt. Si donc mon cas ne les intéressait pas. Quand De Grelle, fin juillet, rentre en Belgique, l'administration militaire de Bruxelles est déjà en possession, depuis 15 jours, de l'instruction de base de Hitler. Elle date en effet du 14 juillet et prescrit entre autres que les Flamands doivent être favorisés autant que possible, mais qu'aucune faveur ne sera accordée aux Wallons. De Grelle est un de ces Wallons. Au moment même du retour de Grelle en Belgique, le ministre de la propagande Goebbels prescrit aux journalistes de ne pas tenir compte de l'existence du chef rexiste qu'on avait cru tuer. C'est dire que si la collaboration flamande a été d'emblée acceptée, même recherchée par l'occupant, De Grelle, par contre, a dû s'imposer pour se faire accepter. Le manque d'intérêt de certains services allemands pour De Grelle est en effet compensé par l'intérêt de celui-ci pour d'autres services allemands. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères, à Berlin, par l'intermédiaire d'Otto Abetz, ami de De Grelle et ambassadeur d'Allemagne à Paris. Et il y a eu à ce moment-là, mais au moins 10 sortes de projets nouveaux de gouvernement, mais tous dans le sens autoritaire, dans le sens corporatif, toute une série de vieux monsieur qui essayaient de s'adapter. Le seul qui était jeune encore dans l'histoire, c'était Deman. Et le cas Deman est typique parce que c'est lui le premier qui a fait face à la situation. Deman était le président du Parti socialiste. C'est donc le socialiste le plus important de Belgique. Il était en même temps officier à la suite du roi et ami très intime du roi. Et à peine la capitulation, l'armistice, tout ce que vous voulez, avait été signé, voilà Deman qui lance une proclamation au peuple belge absolument ahurissante à la lire maintenant, mais qui montre bien quel était l'état d'esprit. Oui, il qualifiait la défaite de défaite délivrance. C'était une délivrance d'avoir été rossé, d'avoir été battu et éliminé. Il conviait tous les gens à admettre le fait accompli et à se mettre à la collaboration la plus complète. Et pourquoi? Mais parce que pour tout le monde, à ce moment-là, c'était fini. La guerre a amené la débâcle du régime parlementaire et de la plutocratie capitaliste dans les soi-disant démocraties. Pour les classes laborieuses et pour le socialisme, cet effondrement d'un monde décrépit, loin d'être un désastre, est une délivrance. Quand nous sommes revenus en Belgique, pour nous d'abord, il y avait une chose épouvantable. Notre pays était vaincu et notre pays était occupé. Jamais nous n'avions rien eu à voir avec les plans allemands. Et pour nous autres nationalistes, mais c'était un déchirement. Voir notre pays transformé par notre propre peuple, ça nous passionnait. Mais devoir faire une transformation parce que l'étranger était là, nous la dictait, c'était quelque chose qui presque nous révoltait. Et quand je voyais tous ces gens qui couraient pour faire tous ces essais de gouvernement, mais j'en avais des nausées. Et j'avais aucune envie, moi, de me mettre dans ce circuit. Et ce n'est qu'après que j'ai eu consulté le roi Léopold, que j'ai eu une longue entrevue par le comte Capelle envoyé pour discuter l'affaire avec moi, le comte Capelle qui était son homme de confiance entre tous,
Et Demant, qui était l'officier en lequel il se fiait. C'est seulement après que je me suis décidé à refaire mon journal. Jean Stingers, que pensez-vous de ces relations entre De Grelle et le roi Léopold III? Ce qui me frappe après avoir entendu ce passage de l'interview de De Grelle, c'est que je le trouve assez exceptionnel. Assez exceptionnel par sa modération. En effet, en général, De Grelle, lorsqu'il parle, va très loin, il grossit ses souvenirs, il va beaucoup plus loin que dans ce qu'il écrit. Or ici, au contraire, il est en retrait par rapport à ce qu'il a écrit dans ses livres et ce qu'il a dit aussi dans d'autres interviews. Il nous dit de manière très modérée qu'il n'a fait reparaître le pays réel qu'après avoir consulté le roi Léopold par l'intermédiaire du comte Capelle, qui était son secrétaire. Or, il a écrit des choses beaucoup plus fortes, notamment dans son livre La Cohue 40, où là, il y a un chapitre dont le titre même est révélateur, Léopold III, collaborationniste. Et alors là, il nous donne un long compte-rendu de son entretien le 21 août 1940 avec le comte Capelle, et ce qu'il nous dit, c'est que le comte Capelle lui a donné, de la part du roi, des directives, collaborer, mener une action politique, faire reparaître le pays réel, s'entendre avec les nationalistes flamands. Bien entendu, il y a par ailleurs un compte-rendu d'entrevue par Capelle, et c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Là, Capelle déclare qu'il s'est borné à enregistrer des déclarations de Grelle. De Grelle lui a dit qu'il allait faire reparaître le pays réel, ne demandait aucun conseil, qu'il allait former un gouvernement avec De Man. Je ne savais pas encore qui serait le Premier ministre, s'entendrait avec De Man, mais enfin qu'il voulait faire un gouvernement. Et ce n'est qu'à la fin qu'il a demandé si le roi l'approuvait. Il souhaitait que le roi approuve des plans qu'il présentait au comte Capelle. Alors, vous me direz, en histoire, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Il faut choisir entre deux témoignages, entre la parole de Grelle et la parole de Capelle. Je dirais plutôt qu'il faut choisir, en l'occurrence, entre la vraisemblance et la totale invraisemblance. En effet, je ne dis pas que le compte-rendu du comte Capelle soit absolument sûr. Je soupçonne qu'il a sans doute été même presque certainement été plus aimable pour De Grelle qu'il ne l'indique dans son compte-rendu. Il a prononcé quelques paroles aimables. Mais par ailleurs, ce que nous savons, c'est qu'il y avait une règle chez Capelle, c'est qu'il n'engageait jamais le roi. Il se gardait bien de donner quelques directives, que ce fût au nom du roi. Il avait à cet égard une attitude très stricte. Et alors, je termine en disant que De Grelle est démenti par un de ses meilleurs amis, qui est Pierre D. En effet, l'entrevue du 21 août 1940 a eu lieu chez Pierre D, à la demande d'ailleurs de Capelle. De Grelle avait demandé à être reçu par le roi. Le roi a demandé à Capelle de recevoir De Grelle, et ça s'est fait chez Pierre D. Alors, nous avons des mémoires de Pierre D. Et Pierre D nous dit que la conversation était au début une conversation à trois. Donc, Capelle, D et De Grelle. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il semble que Capelle a dit quelques petits mots assez aimables à De Grelle. Et puis ajoute Pierre D, je me suis retiré. Et ils sont restés en tête-à-tête. Et, dit-il finalement, je n'ai pas su ce qu'ils s'étaient dit entre eux. Alors imaginez De Grelle, avec sa jactance, ne sortant pas de l'entretien et ne disant pas « Mon cher Pierre », parce qu'il tutoyait Pierre D, « Mon cher Pierre, voici, j'ai reçu les consignes du roi, faire reparaître le pays réel, faire ceci, faire ça. » C'est impossible, c'est impensable. Vos objectifs, c'était de maintenir l'État belge et de rétablir l'ordre en À Belgique. ce moment-là, il n'y avait que cela. C'était, les objectifs ont évolué comme la situation a évolué. Mais en 40, il n'y a que ça, essayer de sauver la Belgique. De sauver l'unité de la Belgique. Et de sauver la monarchie de la Belgique. Alors cela, comment est-ce que ça pouvait se faire? Uniquement si nous dépassions, nous rexissions notre stade et remontions cet handicap terrible de la défaite que nous avions eue en 1939, et du côté de Demant, s'il trouvait lui aussi un appui plus dynamique que ce qu'il avait dans les mains. Parce que Demant était un penseur, il était un grand honnête homme, propreté parfaite. Mais ce n'était pas un brasseur de foule. Il n'avait pas des idées simples que les gens pouvaient comprendre.
il était incapable d'enthousiasmer le pays à un moment où le pays était dans le désespoir. Et nous avons dû notre rencontre à un ami commun qui était un Allemand. Otto Abetz, ambassadeur à Paris. Otto Abetz était un garçon merveilleux, un poète. Il avait fait toute l'Italie en jouant de la mandoline. Et c'était un fanatique de la France. Et il avait d'ailleurs épousé une Française, et par hasard, sa femme avait passé 3 ans de pensionnat avec ma femme. Donc nous avions pu établir des relations amicales. Puis il était jeune, il avait 30 ans peut-être, on était tous du même âge. Et il m'envoie une voiture à Bruxelles pour que je vienne dîner un soir chez lui. J'arrive à Paris. Et qu'est-ce qu'on me présente là? Demain. C'était la première fois que je le rencontrais. Et je le rencontrais chez un Allemand. Un gouvernement de Grelle-Demann, un projet qui, comme beaucoup, resta à l'état de projet. Bon, alors comment est-ce que ça a raté? Mais ça a raté par un détail. Ça a raté à cause de Mussolini. Imaginez cette histoire. Voilà Hitler qui s'en va à la frontière espagnole voir Franco pour essayer d'arranger les histoires avec l'Espagne, qui voit au retour Pétain. C'est l'entrevue de Montoire, c'est la main serrée, c'est la collaboration. Et l'étape suivante, c'était nous autres, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, où Hitler avait eu son poste de commandement pendant les mois de l'offensive de France. Nous devions arriver là, le roi lui-même devait y venir, le roi de Mans et moi. Et le gouvernement, c'est l'effet historique, c'était moi. C'était moi qui serais chargé de l'affaire. Et je m'attendais donc à avoir déboulé la voiture, et puis j'ai attendu, jusque quand je suis parti au front russe. Pourquoi? Parce que quand Hitler arrivait de Montoire pour nous retrouver, il a reçu la nouvelle de l'offensive de Mussolini en Grèce. Il est exact qu'une entrevue Hitler-Léopold III a été projetée à Ivoire pour le 27 octobre. Elle a dû être postposée jusqu'au 19 novembre à Berchtesgaden. Mais il faut beaucoup d'imagination pour oser prétendre que la soi-disant entrevue Hitler de Grelle-Demann à Ivoire n'a pas eu lieu du fait de l'offensive italienne contre la Grèce. Il n'y a aucune relation de cause à effet pour le bon motif que de Grelle et Demann n'ont jamais été attendus à Ivoire. En fait, l'entrevue Hitler-Mussolini était prévue depuis plusieurs jours. Et quand le Führer est reçu à Florence le 22 octobre 1940, il apprend que l'armée italienne est entrée en Grèce. Il arrive à cacher son exaspération et c'est souriant qu'il se présente à la foule en compagnie de Mussolini. Mais c'est à cause de cela, parce que son train du bifurqué filé vers Florence, que je suis resté assis sur ma chaise, que Demann a fait la même chose et que le roi a fait la même chose. Le gouvernement, donc le seul qui a pu se créer pendant la guerre, est mort ce jour-là. Et après cela, le roi Léopold a essayé de rabibocher des affaires en allant à Berchtesgaden. C'était une erreur, il ne fallait pas courir. Au sujet de l'entrevue Hitler-Léopold à Berchtesgaden en novembre 40, de Grelle dit bien, il ne fallait pas courir. Mais de Grelle lui-même a couru pour être reçu par Hitler. Il a couru en septembre 40, il a couru en mars 41, il a couru en mars 43. J'essayais d'attirer l'attention d'Hitler sur notre pays, et c'est comme ça que j'ai même fait un meeting que je terminais par « Heil Hitler », me disant « ils vont se réveiller ». Mais non. Une seule chose comptait, le travail de sape des milieux allemands de Belgique près des milieux flamands. Nous étions de plus en plus certains et épouvantés en étant certains d'une hégémonie flamande qui allait contre l'intérêt de tout le monde. Parce que pour les belges de langue française, c'était l'aplatissement. Et nous sentions pour que tous nos amis de Flandre, c'était se livrer.
il se mettait dans un danger de péril mortel. Ce péril mortel, les nationalistes flamands du VNV sont loin de l'appréhender. Dès le début de l'occupation, ils ont choisi de collaborer avec les Allemands. Depuis 1933, ils se battent pour obtenir l'autonomie de la Flandre. Leur chef, Staaf de Klerk, déclare dès novembre 1940 « La Belgique était notre ennemi, l'Allemagne ne l'est pas ». Le VNV est soutenu par l'administration militaire. Il accepte la suzeraineté allemande, il accepte l'idéologie nazie, en échange de l'autonomie culturelle de la Flandre et de la promesse de ne pas être annexé par le Reich. Staaf de Klerk mettra un certain temps à réaliser que ces promesses ne coûtent rien à l'occupant, guidé par son seul intérêt. Rivale du VNV, la DVLAG, au départ simple mouvement culturel, ne met, elle, aucune condition à sa collaboration. Elle est d'ailleurs très vite soutenue par la SS de Himmler dans la lutte sournoise qui l'oppose à l'administration militaire. Le chef de la DVLAG, Jeff van de Wiele, que son sobriquet de Jeff Cognac décrit mieux qu'un discours, est donc résolument engagé dans une collaboration sollicitée par les Allemands. En Wallonie, c'est différent. Là, Rex demande à collaborer, mais n'est pas entendu. Daarom, mijn kameraden, sluiten we deze jarenvergadering met een groet aan onze Führer. Adolf Hitler, die! Rex, écrit de Grelle, ne demande qu'à assumer les responsabilités les plus complètes dans une Belgique forte, agrandie, en collaboration étroite avec l'Allemagne nationale-socialiste. Un accord avec le VNV est certes souhaitable, mais de Grelle veut dépasser son futur allié. Le VNV, explique-t-il, ne dispose pas d'un chef tel que celui de Rex. Le VNV n'est présent qu'en Flandre. Rex est répandu également sur tout le territoire. Rex, dit-il, est plus autoritaire, il voit plus grand. Il est devant l'Europe le symbole de la révolution nationale-socialiste en Belgique. Conclusion, Rex doit être l'élément central de cette révolution nationale-socialiste. Ce n'est pas le jour où Hitler entrera à Londres qu'il faudra prendre parti. C'est maintenant, à l'heure où une décision est remarquée. Dans ses rapports d'activité, Raeder mentionne avec un malin plaisir que l'opinion belge considère de Grelle de plus en plus comme un propagandiste calculateur qui s'avilit indignement par ambition politique. Son inconsistance capricieuse, je cite toujours Raeder, lui vaut une réputation de charlatan à qui on rapproche, comme une pure trahison, son rapprochement spectaculaire du Reich. Se lier à l'Allemagne comme Allemagne, c'était sans aucun intérêt. La seule chose intéressante, ça pouvait être entrer dans une grande construction européenne, dépasser le petit stade belge. Et le jour où une Europe se ferait, ne pas être un pays vaincu, aplati et surtout divisé en deux. Et c'est pour cela que j'ai créé, à ce moment-là, que j'ai réveillé parmi les Belges le mythe des 17 provinces, de la Grande Bourgogne. Et je voulais réveiller ces grands souvenirs pour enlever aux Belges qui étaient alors amoindris, humiliés par l'occupation, la certitude qu'ils avaient été quelque chose de grand. À ceux qui leur disaient, voyez, vous êtes là au sol, vous n'êtes plus que des vers, on va faire de vous n'importe quoi. Je disais, quoi? Vous avez été, voilà 500 ans déjà, le peuple le plus important de l'Europe à cette époque. Parce que, avant la défaite du Téméraire, cette grande unité des 17 provinces était plus importante que l'unité française. Je crois que nous n'allons pas chicaner de Grelle, ce serait un peu mesquin, sur l'exactitude de ses vues historiques d'un passé lointain. Il est clair que quand il parle des 17 provinces
à la mort du Téméraire, ça ne tient pas, parce que les 17 provinces, c'est une notion du XVIe siècle, de l'époque de Charles Quint. À la mort du Téméraire, il n'y avait pas encore 17 provinces. Mais enfin, c'est un détail. Ce que de Grelle évoque, c'est le fameux mythe bourguignon. Et là, il évoque quelque chose qui, effectivement, a tenu une grande place dans sa politique, que l'on songe au fait que les légionnaires, au fond de l'Est, étaient des bourguignons qui portaient la croix de Saint-André, etc. Il y a effectivement tout un appel aux souvenirs du XVe siècle. Alors, on dira que ces souvenirs bourguignons, c'est des souvenirs patriotiques, destinés à exalter la grandeur nationale. C'est vrai dans un certain sens. Je crois que pour de Grelle, c'était une manière de montrer une certaine unité de la Belgique. Et il est clair que, n'est-ce pas, il ne se repliait pas sur la Wallonie, qu'il essayait de maintenir quelque chose de belge. Mais il y a d'autres aspects de ce mythe bourguignon sur lesquels il faut insister. C'est que c'est aussi une manière de rattacher la Belgique à l'Allemagne, et c'est une manière de l'agrandir aux dépens de la France. Et ça apparaît très bien dans la conversation que nous évoquions tout à l'heure de Grelle avec Capelle, le 21 août 1940. Je cite le compte-rendu de Capelle. De Grelle dit Capelle lui a parlé du XVe siècle auquel il se réfère, une époque où la Bourgogne, nos princes avaient une autorité directe et quasi autonome sur nos provinces, mais qui dépendait théoriquement de l'Empire germanique. Je verrai parfaitement pour l'avenir une situation analogue. Et alors, élément supplémentaire, l'agrandissement. L'agrandissement, tout cela essentiellement dans le nord de la France. Et là, de Grelle veut aller jusqu'à la Somme. Il en a parlé, dit-il, à Abetz, qui est l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Et il en parle de manière très concrète. Il dit, bien entendu, les Allemands auront des garnisons sur la côte. Ils seront à Ostende, ils seront à Calais, à Boulogne. Mais par ailleurs, nous aurons, nous, Belges, la côte jusqu'à la Somme. Et alors, cette formule extraordinaire, je crois que Capelle n'aurait pas pu l'inventer. Quelle extension de côte pour les vacances ouvrières. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Et tout cela se fait, peut-être ce qui est moins joli, en piétinant la France. Nous avons, nous Belges, été vaincus, mais les Français ont été encore plus écrasés, surtout qu'eux étaient une grande puissance. Alors, la France est un pays fini. Alors, donc là, tout ça, ne consistait pas à ressusciter des choses impossibles. J'étais, moi, profondément convaincu que jamais cet état-là n'existerait en fait. Mais j'étais convaincu que de là, je pourrais me dresser pour maintenir puissant l'Occident dans l'ensemble européen. Et c'est à cet accord-là que nous sommes arrivés avec les Français. Et les Français étaient ravis, au fond, que je défende la cause générale. Et les Français, en fait, m'ont délégué tout pouvoir pour cela. Nous l'avons fait en complet accord, fraternellement. Dans l'Europe, j'étais un occidental. J'étais à ce moment-là, c'était comme ça. L'Occident, l'homme de l'Occident, qui représentait davantage l'Occident près d'Hitler, le seul qui pouvait lui parler directement, qui pouvait avoir une influence considérable sur lui, personnellement, eh bien, c'était l'intérêt de tous que je fasse ce boulot. Tout ceci, à mon sens, n'est pas seulement anecdotique et grandiloquent et mégalomane. Je crois que ça a une certaine importance historique parce que cette mégalomanie de Grelle est un des éléments qui ont fait que les Allemands n'ont guère pris au sérieux. Et alors je crois que, faute d'être pris au sérieux, il a couru derrière eux et je crois qu'il a été de plus en plus loin dans la collaboration pour se faire prendre au sérieux. Voilà comment je vois les choses. Mais cet état de Bourgogne, les Allemands l'ont-ils un jour pris au sérieux? Parce qu'enfin, de Grelle prétend qu'en 1943, Hitler l'aurait nommé chancelier de l'état de Bourgogne. Écoutez, je crois qu'on peut dresser un catalogue des grandes fumisteries de Grelle, et je crois que cette nomination comme chancelier de Bourgogne, ça peut faire partie du catalogue des grandes fumisteries. Au printemps de 1941, l'Allemagne de Hitler triomphe. Seule la Grande-Bretagne lui résiste encore. La Kriegsmarine, la Luftwaffe, la Wehrmacht, autant de forces qui paraissent invincibles. Des forces que Hitler est bien décidé à lancer à l'Est contre la Russie de Staline, à qui le lie pourtant un traité d'alliance solennelle. Mais ce plan gigantesque est encore secret.
Cette armée qui triomphe sur tous les fronts, de Grelle brûle de s'y intégrer. Il n'attend pas que les Allemands envahissent l'URSS, projet dont d'ailleurs il ignore tout, pour leur offrir la collaboration militaire de son mouvement. Il n'attend donc pas pour le faire que débute une soi-disant croisade de l'Europe chrétienne contre le péril bolchevique. Non, certainement pas. Il faut vous dire, évidemment, qu'il s'est rendu compte très rapidement que le seul moyen de rendre crédible auprès des Allemands son Heil Hitler de janvier 1941 était de donner des gages. Et il faut également concurrencer la collaboration flamande dans ce domaine. Et par exemple, en janvier 1941, par l'intermédiaire de son ami Abetz, il offre aux Allemands 1000 anciens combattants rexistes pour la lutte contre l'Angleterre. Et il a des tas de projets. Il envisage, par exemple, de créer des troupes qui combattraient au Congo, qui reprendraient le Congo, contre qui, sinon contre la force publique. Il envisage de créer un corps d'aviateurs rexistes et une formation symbolique, dit-il, qui maintiendrait l'ordre en Belgique occupée. Et c'est là, si vous voulez, l'ancêtre de ce qui deviendra plus tard la Garde wallonne. Mais les Allemands ne vont pas accorder beaucoup de créance à ces projets, et il revient à la charge en février et en mars 1941, invitant les membres de ces formations motorisées à entrer dans le NSKK, le corps automobile national socialiste, pour, dit-il, associer nos formations de combat dans la lutte contre l'ennemi commun, la plutocratie britannique. C'est dit évidemment très nettement, et comme il annonce presque la couleur, il s'agit d'impressionner à la fois le public belge et l'autorité allemande. Et les Allemands notent eux-mêmes que dès février 1941, 328 rexistes sont au service de la Wehrmacht comme chauffeurs. Le 22 juin 1941, à l'aube, 3 millions d'Allemands se préparent à envahir l'Union soviétique sur un front de 1500 km de la Baltique à la mer Noire. J'ai décidé aujourd'hui, déclare Hitler, de remettre le destin et l'avenir du Reich entre les mains de nos soldats. De cette guerre de conquête, de cette guerre pour l'espace vital, la propagande allemande fait une croisade contre le bolchevisme et pour la défense de la civilisation occidentale. Partout en Europe s'ouvrent des bureaux de recrutement pour étrangers. À Bruxelles, quelques centaines de Belges se présentent. Dans les bureaux d'inscription wallons pour la lutte contre l'Union soviétique, de nombreux volontaires se présentent journellement. Comme dans tous les autres pays, l'appel à la croisade contre le bolchevisme donne d'excellents résultats. Vous croyez comme moi, père de 5 enfants, c'était une vision agréable d'aller risquer ma peau là-bas, d'aller abandonner ma famille, de laisser tomber toute mon œuvre politique? Je ne l'ai fait que parce que c'était la solution du désespoir, presque. Et que si je ne partais pas le premier, et les autres ne partiraient peut-être pas. Qu'il s'agisse, comme dans la plupart des propos de Grelle, d'une part de vérité et d'une part d'affabulation, est certain. Que l'enrôlement pour le front de l'Est soit pour De Grelle et pour une partie du mouvement rexiste la solution du désespoir, c'est certain. Que De Grelle soit parti le premier, là, c'est vraiment une vaste galéjade. En effet, essayons de replacer une nouvelle fois les choses dans un contexte. Fin mars, début avril 1941, c'est pour le mouvement rexiste le moment du désespoir. On a entendu monts et merveilles, des postes de bourgmestre, etc., d'être associés au gouvernement de la Belgique occupée. L'administration militaire a fait la sourde oreille. C'est ce que De Grelle lui-même appelle les Pâques de grisaille.
Et le 10 avril, il a proposé à Hitler de s'enrôler comme simple soldat dans la Wehrmacht. L'administration militaire transmet la lettre le 20 et De Grelle prétend avoir reçu une réponse du général Feldmarschall Keitel lui disant « Vous devez rester en Belgique, un rôle politique vous attend ». Et comme il le dit lui-même dans une communication à ses formations de combat, enfin, nous avons obtenu gain de cause, l'enrôlement, dans la lutte contre le bolchevisme. Or, en réalité, le 30 juin, le Pays réel disait « Les Wallons sont dignes de prendre part à la croisade anti-bolchevique ». Et le 1er juillet, en l'absence du chef de Rex, c'est-à-dire de Grelle, c'est son adjoint Rouleau qui, au nom de l'état-major rexiste, a proposé la création de ce que l'on appelait à ce moment-là le Corps franc Wallonie. Et c'est le 8 juillet 1941 seulement que De Grelle lance dans le Pays réel un appel aux armes. Lui-même s'enrôlera le 22 juillet et porte le numéro d'enrôlement numéro 237. Il n'était pas le premier. Et je crois qu'il a cru, peut-être sincèrement, que l'administration allemande lui demanderait de rester en Belgique pour jouer un rôle politique, qu'il n'aurait pas à partir. Et il est parti un peu par désespoir. En effet, dans un discours qu'il tient à ses formations de combat le 6 juillet, et dont nous avons des textes publiés dans les publications officielles du Parti rexiste en juillet 1941, que leur dit-il? Vous allez partir à travers la Russie, la Crimée, les Indes, rejoindre les Indes et les Anglais, approcher des terres de Chine. Je voudrais être libre et avoir 20-25 ans comme vous autres. Donc il ne s'agit pas de lui. Je n'ai qu'une peur, c'est que vous n'arriviez quand il sera trop tard. Il me semble que si j'étais dans votre cas, ce serait dans mon âme un déchirement terrible d'y manquer. Et le déchirement terrible qu'il a dû subir, c'est probablement de se rendre compte que, sauf l'engagement personnel, sauf donner des preuves de sa sincérité sur le front de l'Est, les Allemands ne le prenaient pas au sérieux. Ce n'est pas vous qui avez fondé la Légion. Si, c'est moi qui ai fondé la Légion. Qui ce serait d'autre? Rouleau. Mais non, Rouleau, c'était un de mes subalternes. Rouleau était un traducteur. Et c'était rien de tout ça. Et nous l'avons d'ailleurs... ce type était trop attaché aux Allemands et nous l'avons balancé quelques semaines plus tard. C'était celui qui allait porter les messages. Et c'est celui qui, dans l'organisation, a été chargé des premiers préparatifs techniques. Mais ce qui compte là-bas, c'est celui qui décidait, qui avait l'inspiration, et qui attirait les hommes. Donc l'idée de la Légion, c'est vous? Mais évidemment. On se demande comment De Grelle ose déformer à ce point-là ce qui sait lui-même être la vérité. Raymond Rouleau, ingénieur de formation, aventurier politique d'envergure, était, depuis le retour de Grelle en Belgique, le deuxième personnage du mouvement rexiste et le successeur présumé de Grelle. Quant à l'origine de la Légion, les témoignages sont concordants. Au moment de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne le 22 juin 1941, De Grelle était en France. Rouleau s'adresse à von Falkenhausen, le commandant militaire en Belgique, pour lui demander de vouloir soumettre à l'agrément d'Hitler une proposition tendant à la formation d'une légion anti-bolcheviste. À son retour, De Grelle marque son accord et de plus accapare l'idée de Rouleau. Rouleau a donc créé la Légion et il a l'ambition d'y jouer le premier rôle, ce que De Grelle, et c'est compréhensible, n'accepte pas. Pour ce motif, et dans des circonstances assez ténébreuses, Rouleau sera exclu à l'initiative de Grelle et de la Légion et du mouvement rexiste. Les volontaires de la Légion Wallonie quittent Bruxelles avec les honneurs militaires de la Wehrmacht. Précédé du drapeau portant la croix de Bourgogne, il se dirige vers la gare du Nord. Une grande foule s'est massée
tout au long du parcours que suit le défilé. Des acclamations saluent ces hommes qui, acceptant de risquer leur vie pour défendre leur idéal, s'en vont combattre le bolchevisme. Les derniers adieux s'échangent au milieu de l'enthousiasme et de l'émotion générale. Les caméras de la Propaganda Abteilung ne s'attardent guère sur le chef de Rex. Celui-ci n'est apparemment aux yeux des Allemands qu'un volontaire parmi les autres. Perdu dans la masse de ses camarades, Léon Degrelle va connaître en Pologne le dur entraînement réservé à toute recrue de la Wehrmacht. Il passe l'épreuve avec succès et est bientôt désigné comme mitrailleur. Et voilà, c'est là que les gens comprennent pas. Ils disent, mais Degrelle, il était avec les Allemands, il se jetait dans les bras des Allemands. Tout ça, c'est aberrant. Ma position était celle-ci. Nous sommes un peuple vaincu, occupé par des militaires vainqueurs. Pauvres petits civils, nous n'étions rien. Des vainqueurs tout-puissants, maîtres de l'Europe. Comment discuter? Comment faire entendre ces raisons? Mais dès l'instant où nous devenions des soldats, non pas mêlés à l'armée allemande, mais à côté de l'armée allemande avec des centaines de milliers de garçons européens, ce n'était plus qu'une question de courage, d'héroïsme, de devenir au combat les meilleurs, les plus vaillants, ceux qui passaient à travers tout, et qui finissaient par inspirer le respect, après cela, dire quelle était leur volonté. Quand je me suis engagé, je monte encore, parler avec Victor Matej. J'avais reçu un télégramme d'Hitler me nommant lieutenant. J'avais refusé tout de suite. J'avais pas envie d'être un officier d'opérette, puisque je voulais aller conquérir des droits. Et j'ai dit à Victor Matej, je verrai Hitler quand il me passera au cou le collier de la Ritterkreuz. Chose qui paraissait absolument inimaginable. Il n'y avait jamais un Européen qui avait eu la croix de fer de seconde classe. Eh bien, c'était ça. Parce qu'à ce moment-là, je pouvais traiter virtuellement d'égal à égal. J'avais donné la preuve de non seulement de mes qualités de commandement, mais de mon courage, de ma force de volonté. C'était donc cela notre but. Aller là, au nom de notre peuple, acquérir des droits pour obtenir son salut. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Voilà. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Et c'est ce que je m'acharne ici à vous expliquer. Et il n'y avait là-dedans aucune forme de collaboration, c'était pas de la collaboration. Degrelle s'étonne que les gens ne l'aient pas compris. Il est en effet difficile de comprendre comment on peut contrer les Allemands tout en collaborant volontairement avec eux. Il est encore plus difficile de comprendre Degrelle quand il affirme que recruter des volontaires pour le service militaire sous les ordres de l'occupant n'est pas une forme de collaboration. Je veux croire à l'honnêteté de l'illusion de Degrelle quand il prétend qu'il aurait pu traiter d'égal à égal avec une Allemagne victorieuse. Mais il est permis aussi de penser que Degrelle a joué à fond la carte de la collaboration militaire en fonction de ses ambitions politiques personnelles. Il faut ajouter qu'il n'a pas craint de payer de sa personne. Le 2 novembre 1941, Degrelle, toujours simple soldat, et les autres légionnaires perdus dans l'armée allemande ont franchi le Dnieper. Dans les boues de l'automne et bientôt dans les premières neiges, les volontaires wallons font la chasse aux partisans infiltrés à l'arrière du front. Une sale guerre,
peu glorieuse. Le moral de la troupe s'en ressent. À 1000 km au nord de leur secteur, la Wehrmacht s'apprête à lancer l'assaut final contre Moscou. Hitler, convaincu que la campagne serait finie avant l'hiver, a refusé que l'on équipe les soldats contre le froid. Le 6 décembre 1941, par 36 degrés sous zéro, ce sont les Russes qui contre-attaquent. Le général Zhukov, avec des divisions fraîches venues de Sibérie, repousse les Allemands de plus de 100 km. C'est l'échec devant Moscou. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'armée allemande, que l'on croyait invincible, doit reculer.